Alors c'est aujourd'hui. Il me semble que oui, c'est aujourd'hui. Le soleil s'efface et laisse place à mon moment favori. Une douce lune, belle et bien remplie. Un peu de vent qui souffle sur ma peau nue. J'aime me sentir libre. Mais n'ayez pas peur. J'ai quand même un short, un rose pâle, comme je les aime tant. J'aime être torse nu, pour que les gens le voient, ce corps laid, maigre et imberbe. Pour que les gens le haïssent autant que moi. Mais eux ne le verront plus. Je m'appelle Dwayne. Avant de vous exposer à mes hobbies, je vais me présenter quelques secondes. Je n'ai plus de cheveux. Je suis devenu imberbe et graisseux. Mais surtout, je suis devenu vide, car elle m'a tout pris. J'aurais tout donné pour elle. Oh oui, comme je l'aimais. Elle et son doux parfum. J'en étais accro. J'aurais pu mourir pour elle. J'ai été dans des états pas possibles. Je m'en suis pourri la vie. Je l'ai peut-être trop aimée. Peut-être ne le méritait-elle pas. Elles sont toutes pareilles. Elles vous attirent avec leur chant de sirène et vous entraînent dans une profonde haine de vous-même. Elles vous font haïr et les haïr elles-mêmes. Elles sont le mal incarné. Et pas une ne les rattrapera. Pas même ma chair et tendre n'a su me repêcher. Et je me suis perdu. Durant des nuits, je l'ai cherché. J'ai hurlé à m'en détruire les poumons. Que Dieu me pardonne. Je n'étais pas comme ça avant. J'étais grand, beau, musclé, fort, comme elles aiment vous voir comme ça. Vous savez pourquoi elles aiment cela ? C'est pour mieux vous attirer dans leurs bras. Elles savent y faire. Maintenant, je ne suis plus rien. Mes beaux cheveux bruns ont laissé place à un crâne abîmé et rempli de cicatrices. Mon corps musclé s'est affaibli et est devenu terne. Lui-même sait qu'il n'est plus rien. Avant, j'aimais porter de belles chaussures, de marque ou du sur-mesure. J'aimais être élégant. Mes soirées de poker se sont transformées en lutte contre moi-même, à résister. Maintenant qu'elle m'a mis au plus bas, je ne sors que pieds nus. Sors ? Que c'est drôle dit ainsi. Les gens me regardaient, car j'avais un certain charme. Une prestance. Mais désormais, leurs yeux me dévisagent et s'arrêtent toujours sur mes bras. Ces traces qu'ils ne comprennent pas. Je ne sors qu'avec ce beau short rose pâle. Cette couleur qui ne me va plus au teint. Ma peau ne sait même plus ce que c'est d'aller bien. Je n'ai plus de t-shirt. Je veux que le monde voie ce qu'elle m'a fait. Je veux hurler au monde entier le malheur et le désastre qu'elle a causé. Cette garce, cette fille de putain que j'aimais tant. Mais c'est aujourd'hui. Je me souviens. Cela fait maintenant 1 an que tu m'as laissé et que je ne peux rien faire pour te reconquérir. J'ai pourtant tout essayé. Trouver un emploi. Je n'arrivais jamais à rester. Les patrons disaient que j'étais trop dissipé. J'ai essayé de voler pour survivre. Mais cela n'a pas plu à ma famille. Et ils ont voulu me jeter hors de la ville. Je ne pouvais plus t'approcher. J'ai essayé de me consoler en voyant tes collègues. J'ai partagé des moments comme on le faisait, toi et moi. Mais rien n'était semblable au bonheur que je ressentais lorsque je te tenais entre mes doigts. Quand ton parfum emplissait la pièce, lorsque ton sourire se dessinait. Tu es la seule et tu le resteras. J'ai essayé de vivre sans toi, mais tu le sais que je n'y arrive pas. Ça en devient physique, mon corps t'appelle. Alors ce soir, je vais me venger. Depuis tout ce temps,
à être dans la rue, seul et à souffrir. Puisque rien ne me satisfait, puisque ta présence me manque tant, et que je dépéris par ta faute, je vais y mettre fin. Je vais retrouver ton père et lui faire subir ce que tu m'as fait subir. Lui faire sentir cette souffrance intense. Il est 21h. La nuit est tombée. Et je sais où te retrouver. Mais lorsque je t'aurai une dernière fois dans les bras, je sais que je ne résisterai pas. Je succomberai encore une fois. Je sais que les flics seront de sortie, mais ils me connaissent. Ils ont pitié de moi. Ils ne se méfieront pas. Alors je déambule. J'essaie d'avancer sans faire attention à la douleur des bouts de verre enfoncés dans mon pied. Oui, je vis dans une ruelle bien délabrée. Là où les clodos laissent traîner leurs bouteilles de bière. Et là où les gens comme moi se les prennent dans les pieds lorsqu'ils essaient de se promener. Celui qui t'a enlevé à moi est loin. Il me faut marcher. Mais j'ai tout prévu. Il y avait ce tournevis qui traînait dans un garage à l'abandon. Il me comprend, lui. Il sait que je dois la récupérer. D'ailleurs, il m'a déjà servi plus d'une fois. La vie dans la rue, c'est un combat permanent. Et il a été mon plus fidèle compagnon. Bon, il faut que je prenne des forces avant de frapper à sa porte. J'ai eu de la chance tout à l'heure. Je suis tombé sur une poubelle de supermarché bien remplie. Quelques paquets de chips périmés, des fromages encore emballés. Et j'ai même eu le plaisir de trouver à boire. C'était pas un festin, mais presque. Cela fait des mois que je n'ai pas réussi à bien manger. Et c'est de sa faute. C'est lui qui m'a présenté à toi. Mon héroïne, ma douce. Alors que je devenais accro à ta présence, tu m'as tout pris. Même mon Nesta, mon chien, mon meilleur ami. J'ai dû le vendre pour toi. Alors, je l'ai fait. Ouais, j'ai revendu mon compagnon, l'être le plus loyal qui soit, uniquement pour ne pas te perdre. Et Dieu sait comment je le regrette amèrement aujourd'hui. Enfin bref, je suis prêt. J'ai même réussi à soigner de vieilles plaies, avec de la bière et du vieux PQ. Je sens mon cœur battre tellement fort. Un sentiment de liberté que je vais enfin retrouver. Plus qu'une marche. Enfin, je te retrouve. Mais t'es qui, toi? Et tu me veux quoi? T'as pas vu l'heure? Tu te souviens de Dwayne? L'homme d'affaires que t'as croisé. Il était grand avec de beaux cheveux bruns. Il avait l'air fatigué quand tu l'as vu. Un peu déprimé. Et tu lui as parlé. T'as gagné sa confiance avec de beaux mots. Moi aussi, je suis passé par là, l'ami. Les galères, les responsabilités, les emmerdes. Mais j'ai tout envoyé en l'air. Et tu sais comment? Non, je ne sais pas. Tiens, mon pote, essaye ça. Tu devrais voir la vie sous un nouveau jour après ça. Alors, oui, ça a marché pendant quelques jours. Mais cela n'a pas empêché sa femme de le quitter. Et il est devenu complètement dingue. Depuis, il n'a jamais cessé de te chercher. Il venait jour après jour à l'endroit même où il t'avait rencontré jadis. Évidemment, tu n'étais jamais présent. Sans doute trop occupé à gâcher la vie de bien d'autres gens, n'est-ce pas? Hé, pourquoi tu réponds plus? Hé, meurs pas enfoiré. Je veux prendre mon temps avec toi, y aller étape par étape. Parce que je suis Dwayne. Tu as ruiné ma vie. Alors, un tournevis dans le bide, c'est bien trop doux pour toi. J'arrive à peine à te traîner jusqu'à ton salon. À une époque, je t'aurais soulevé sans même m'en rendre compte. Lâche-moi, sale camé!
Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas qui je suis. J'ai besoin d'elle. Un besoin vital. Et tu m'en as privé. Où est-ce que tu l'as cachée? J'en ai besoin maintenant. Ah, tu étais là, tout ce temps, ma bien-aimée, mon héroïne. Tu étais juste là. Nous venons d'arriver sur les lieux du crime. Il y a 2 corps. Le premier semble être mort d'une hémorragie à cause de... la perforation de son ventre par un tournevis. Quant à l'autre... Je vois. Thierry, je te parie 20 balles qu'il est mort d'une overdose. Bref, affaire classée. C'est un junkie qui a refroidi son dealer. Mon premier Noël sans eux. C'est comme ça que la vie se déroule. Seul, sur une route. Pourquoi ce bon vieux Jack ne pourrait-il pas faire ceci ou cela? Aller à gauche, à droite. Ne jamais dire non. C'est comme ça qu'il est, le bon vieux Jack, après tout. Vous le connaissez, vous, non? Oh allez, je suis sûr que vous le connaissez. Non? Vraiment? Bon. Bah laissez-moi vous conter son histoire alors. Comme vous l'aurez deviné, il s'appelle Jack. Il a quoi? Pas loin des 72 ans. Mais comme tous les vieux, il inverse les chiffres et dit qu'il a 27 ans. Il se sent mieux quand on lui rappelle son âge. C'est un petit fermier, il vend les œufs de ses poules sur le marché. Sa femme est morte depuis maintenant 2 ans. Elle est partie tôt, d'un bête accident dans les escaliers. Mais ce bon vieux Jack ne s'en est jamais remis. Il a toujours dit que son cœur lui appartiendra, même dans l'au-delà, et il tient sa promesse. Il est heureux quand même, le bon vieux Jack. Toujours avec sa petite salopette bleue, son t-shirt vert kaki et ses beaux cheveux gris. Il a un ventre bien rond et de bonnes charentaises comme on n'en fait plus. Elles doivent avoir plus ou moins le même âge que lui. Le cliché du petit Français avec sa baguette sous le bras. Toujours un sourire collé aux lèvres. Un peu ronchon mais toujours poli. Un peu pénible mais qui vous manquerait s'il n'était pas là. Avec sa petite femme, Marie, ils ont eu 3 enfants. 2 filles et un garçon. Malgré le fait que tous se soient éparpillés en France, ils rendaient visite à leurs parents. C'était une famille vraiment soudée, comme rarement elles le sont. C'était beau. Tous se rassemblaient pour les grands événements. Noël, les anniversaires, les naissances, les fêtes de diplôme, etc. Mais quand Marie est partie, chacun a dû expliquer à leurs enfants que Mamie Gâteau ne serait plus jamais là. Mais comment le dire? Comment dire que plus jamais tu ne feras semblant de ne pas sentir le goût de brûlé dans le gâteau au chocolat? Plus besoin non plus de t'essuyer la joue discrètement après un gros bisou baveux. Plus besoin de se priver de nourriture 3 jours avant de rendre visite, pour être sûr de pouvoir tout engloutir. Et pour Noël, les clémentines dans les chaussons. Ce truc-là, elle n'a jamais voulu lâcher l'affaire. Même si les enfants étaient grands, ils allaient poser les chaussons avant d'aller dormir la veille de Noël. Et ces cadeaux qui coûtaient toujours trop cher. Ce duo inséparable, leurs engueulades interminables, leur amour tendre et vache en même temps. Tout ça, c'était fini. Le bon vieux Jack se retrouve juste seul, sans sa bien-aimée. C'était dur à expliquer. Quand tout a été dit, les enfants ont continué de le voir, de vérifier s'il allait bien, qu'il ne perdait pas la tête. Chacun leur tour, ils passaient quelques jours chez lui. Ses petits-enfants lui remontaient le moral. C'était son seul remède contre ce cancer qu'est la solitude. Le sourire d'un de ses petits-enfants était sa perfusion de chimio. Tellement de dessins accrochés qu'on ne voyait plus la couleur de la tapisserie. Puis un jour, ce petit papy plein d'amour fit une erreur. Une grosse erreur. Il a cru que les liens du sang étaient plus précieux que n'importe quoi. Ce bon vieux naïf a cru que la famille entière pensait comme lui.
que tout ce temps, ses valeurs étaient transmises et comprises, alors qu'une de ses filles lui rendait visite. Il a parlé comme jamais. Vous savez, quand il est tard, ses émotions parlent plus vite que son esprit. Alors, il dit tout ce qui lui passe par la tête. Et là, l'ambiance était propice à quelques révélations. Ils étaient encore tous les deux à table à la fin du repas. L'odeur de café froid emplissait la pièce. Vous savez, cette odeur que seuls les petits vieux ont chez eux. Cette odeur de café mélangeait l'odeur des biscuits, enfermés depuis bien trop longtemps dans des boîtes en métal. Enfin bref, ils étaient en train de parler de tout et de n'importe quoi. Mais le sujet de Marie est venu sur la table. Ils aimaient se rappeler de Marie, comment elle était. Sa beauté, ses cheveux bruns qui sentaient si bon. Sa manière de se remettre 30 fois de la crème car elle oubliait qu'elle s'en était déjà mise. Sa façon d'être têtue et de ne jamais lâcher prise. Son côté mignon, mais tellement pénible quand elle refusait d'admettre ses torts. Mais même après la plus grosse des disputes, elle revenait toujours se faire pardonner. Puis, au détour d'une conversation, Jack a raconté que Marie avait hérité dans sa jeunesse de la maison de ses parents. Une villa, oui. Un truc immense au bord de mer et en Espagne en plus. Garage, terrasse, grande villa, 2 voitures de luxe et j'en passe. Il n'en avait jamais parlé avant, car elle refusait de se servir de son héritage. Et il faut la comprendre. Entre Marie et sa famille, c'était très tendu. Son père s'était barré à sa naissance, puis était revenu pour au final battre sa mère. Elles s'en sont prises des coups. La marque sur son épaule droite, celle que personne n'a vue en entière car elle prenait soin de la couvrir. Il avait pris un fer à repasser et le lui avait posé dessus. La raison, elle n'avait pas dit merci quand il l'a servi à table. Oui, son père était quelque peu impulsif. Malgré tout ça, il travaillait beaucoup et était extrêmement riche. Sa mère s'est suicidée et son père est mort d'un cancer des poumons. Quand Marie fut majeure, il a essayé de reprendre contact et de se faire pardonner, mais en vain. Alors, en dernier geste de pardon, il lui a tout légué. Elle n'a jamais voulu y toucher par fierté. Pas un centime. Même dans les pires moments. Même quand le couple ne savait pas quoi manger. Jack a toujours respecté ce choix. Mais raconter toute cette histoire à sa fille, jamais il n'aurait dû. Elle l'a raconté à sa sœur et son frère. Et leurs yeux se sont transformés en billets. Ils savaient que leur père était en forme. Déprimé, oui, mais en pleine forme. Un cœur de jeune homme, comme aimait lui dire le docteur. Des poumons d'un sportif et des os d'acier. Alors, ils ont essayé d'autres trucs. Mais Jack n'était pas dupe. Il trébuchait de plus en plus. Alors qu'avant, jamais ça n'arrivait. Les jouets de ses petits-enfants traînaient près des escaliers. Alors qu'avant, ils avaient toujours fait attention. Des tas de choses étranges se sont produites. Et Jack s'est éloigné de ses enfants. Mais plusieurs mois après cette révélation, ils en ont eu marre d'attendre. Ils sont passés par un autre chemin. Lui qui fermait la porte toujours à clé, rentrait du marché avec la porte grande ouverte. Lui qui faisait attention à l'enclos des poules, en a retrouvé plus d'une dans le village en train de courir. Lui qui faisait attention à tout, s'est même retrouvé avec un incendie, soi-disant il aurait oublié d'éteindre le gaz. Et un carton de pizza était à proximité. Lui qui faisait ses courses et avait toute sa tête, s'est retrouvé avec de l'agneau chez le boucher. Mais il n'aime même pas l'agneau. Lui qui détestait les fraises, s'est retrouvé avec un saladier plein dans le frigo. Pendant des mois, il a cherché à comprendre. Et il a fini par comprendre. Ses enfants, la chair de sa chair, l'ont trahi. La solution était trouvée. Elle était lente, mais une fois installée, elle ne partirait plus. Ils l'ont d'abord mis sous tutelle, puis curatelle. Puis, ont affirmé qu'il était un danger pour lui-même. Apparemment, ce n'était pas suffisant. Et ils l'ont enfermé dans un hôpital psychiatrique. Maintenant, ses enfants se battent tels des chiens enragés pour savoir qui pourra utiliser la maison au mois d'août. Qui pourra prendre la voiture
ou qui pourra la louer pour se faire de l'argent. Ils se déchirent entre eux, alors qu'ils sont du même sang, et qu'ils n'ont même pas spécialement besoin d'argent. Aucun d'entre eux n'est à la rue, ou dans une situation difficile. C'est incompréhensible. Et le bon vieux Jack, il est dans son lit d'hôpital, en attendant la mort, et il vient de vous raconter son histoire. Mon fils, assieds-toi près de moi. Écoute ton vieux père encore une fois. Laisse-le te radoter ses histoires à dormir debout. Et promets-moi de m'aimer jusqu'au bout. Après ces quelques mots, il partait systématiquement dans ces anecdotes que je connaissais bien sûr par cœur. Mais à chaque fois, mes oreilles étaient incroyablement attentives et mes yeux suspendus à ses lèvres. Un peu comme s'il détenait un trésor et que je devais être patient pour l'obtenir, ce que je faisais à chaque fois. Il m'a raconté tant de choses et m'a laissé une malle pleine de vieux souvenirs. Des lettres d'amour, des missives adressées au président, à son gouvernement, à ses voisins, qui apparemment laissaient traîner leurs poules n'importe où, mais qu'il pardonnait car les tartes aux myrtilles de la vieille Jackie étaient bien trop bonnes pour leur en vouloir. Un coffre de pirates, rempli de poussière, de colère et de beaucoup d'affection. C'était un homme pudique, mon père. Il ne savait pas dire les choses, et c'est pour cela que toutes ces lettres n'ont jamais été envoyées au destinataire prévu. Dans certains écrits, il parle avec tant d'amour que l'on peut voir des traces de larmes sur le papier, des petits ronds bien distincts qui ont marqué la feuille. Tout ce qu'il renfermait dans son esprit était si compressé que quand cela ressortait avec de l'encre, il ne pouvait plus contenir ses émotions. En y repensant, je trouve que ça a quelque chose de beau. Parfois, il adressait ses mots à personne en particulier, juste un trop-plein qu'il devait évacuer. Il dédiait ses textes à la vie, aux choses qu'il aurait aimé approcher ou à ce qui lui faisait peur. J'ai mis du temps à comprendre toutes les manigances que faisait ma mère quand je bravais l'interdit et que j'allais dans le bureau. Cette femme si douce et habile trouvait toujours une excuse pour me sauver du pétrin dans lequel je m'étais moi-même plongé. Pourtant, plus je grandissais, plus je savais que je n'avais vraiment pas le droit de passer cette grande porte en bois. Mais c'est comme si elle m'appelait avec ses étranges gravures. Je me sentais obligé de la pousser pour pénétrer dans une grotte secrète. Enfin, voir ce qu'elle cachait. Pourquoi prendre tout ce temps dans cette pièce? Je voulais découvrir ce que ce lieu renfermait. La peur ne m'a jamais tenu le ventre, la curiosité étant bien trop grande, mais je n'ai jamais pu rester que quelques secondes. Elle devait avoir un radar à bêtises. Je pense qu'elle possédait des yeux dans le dos. Même bloquée dans la cuisine par une préparation de brioche, elle arrivait à sentir pile le moment où je tentais ma chance et se précipitait pour me sortir de là. Néanmoins, depuis que le temps s'est arrêté pour lui, que la faucheuse est venue le prendre, j'ai enfin pu passer cette porte. J'ai lu chacune des lettres et j'en ai trouvé de si belles. D'autres avec un esprit peut-être un peu plus revanchard, ou encore d'autres avec une sagesse que je ne lui connaissais pas. Je suis admiratif du travail qu'il faisait sur cette chaise, ces mots qu'il arrivait à faire danser ensemble. Je veux partager son courage aux yeux de tous. Alors voilà, un de ses plus beaux écrits. Un texte où j'ai appris le fardeau avec lequel il a dû vivre, car jamais il ne l'avait abordé. J'espère que vous allez l'apprécier autant que j'ai pu le faire. Liberté. Liberté chérie, liberté ne m'attend plus, ne m'espère plus, ne me parle plus. On en fait des odes à ton nom, on en crie des choses en ton nom, on en bâtit des édifices à ta gloire, en prétendant que c'était pour ton bien. Mais jamais tu ne t'es exprimé. Que penser quand la grande dame que tu es ne répond pas à nos appels? Comment faire quand enchaîné, nous te dédions nos prières? Existes-tu seulement? Ou es-tu un mythe ancien? Considères-tu nos sentiments? Ou comptes-tu un jour nous cracher dans la main? J'ai vécu ma vie en t'imaginant. J'ai combattu des obstacles en espérant te voir au bout de la route. J'ai accepté tant de choses pour ne serait-ce que sentir ton parfum. J'ai rêvé tant de fois t'avoir à mes côtés. J'ai pensé à toi si fort que ça en devenait indécent. Ai-je vraiment besoin de toi? De te voir? De te toucher? Finalement, avec le recul et mon grand âge, je ne pense pas. Ne le vois-tu pas? Ô toi! Toi qui as guidé chacun de mes pas, je te dédie mes derniers mots. Je t'offre mon âme avant le grand voyage, alors s'il te plaît, fais-en bon usage. Je ne saurais quelle phrase employer pour m'exprimer correctement en parlant de toi. Je ne pourrais les choisir convenablement, alors peut-être que pour cette fois, ce sont des actes qui vont montrer l'amour que j'ai pour toi.
Je suis si faible quand tu t'en vas. Toi, la reine des hommes. Toi qui leur fais si peur et en même temps toi qui les acclames tant. Prisonniers de leurs désirs, ils hurlent par la fenêtre ton nom, sans jamais avoir de réponse. Depuis toujours, depuis mon premier cri de douleur à l'hôpital, quand l'air pour la première fois de mon existence s'est emparé de mes poumons, depuis ce jour-là, je sais que je suis spécial. Non, pas différent des autres hommes. On se ressemble tous après tout. Nos vices nous rapprochent que trop bien. Je suis juste moi. J'ai connu la peur tôt. Vivant en guerre à l'âge de 12 ans, j'ai vu l'horreur, le sang et la haine. Je me suis forcé à revoir ces images pour ne pas oublier. Pour ne pas croire que tout cela était normal. Je voulais rester un être humain, un être de cœur. Mes convictions sont pour moi la seule chose que l'on peut entraîner avec nous dans la tombe, et j'y tiens, bien plus qu'à ma propre vie. Dites-moi que j'étais un homme d'honneur, de parole, que l'on me respectait et m'appréciait. Dites aussi que j'étais pénible, à être toujours aussi sûr de moi, à vouloir imposer ma façon de penser, mais que jamais les mots lâches ou faibles ne viennent fleurir ma sépulture. J'ai connu des gens, embrassé tant de femmes, mais au fond, j'ai toujours été si seul. J'ai aimé chacun d'entre vous, chaque main que j'ai serrée. J'ai de l'affection profonde pour tous, de la manière la plus honnête qui soit. Et je me suis battu contre les monstres qui ont attaqué mon pays. J'ai vu des gens de la même espèce m'aider. Mon esprit n'a pu le comprendre. J'ai éprouvé un drôle de sentiment qui affaiblit ou rend fort en fonction de plusieurs éléments. La peur est fascinante. Elle peut transformer un homme brave en enfant terrifié. Mais elle peut également donner de la force. Une force intérieure puissante qui, sans cet élément précis, ne serait jamais née. Comme ce jour où ma mère voulait que je parte, loin d'elle, loin de ma famille, de ma maison et même de mon chat. Comment à 12 ans j'étais censé faire? Comment vivre sans eux? Non, je ne le pouvais pas. Alors, grâce à cette peur, je suis passé de petit garçon pénible à tueur imprévisible. Ça a été la seule fois, l'unique, où j'ai ôté la vie d'un homme. J'ai vécu avec ce sang séché sur mes mains, pour que les miens puissent continuer de fuir. J'ai appris à pardonner à ceux qui ont suivi les ordres des lâches. Mais cette peine que je ressens en ma chair, jamais tu ne pourras me l'enlever. Je suis vieux, et je revois encore ses yeux me regarder avec stupeur. J'entends son cœur battre la dernière mesure, et ses forces l'abandonner. Suis-je normal après si longtemps? Après toutes ces horreurs écoulées, de ressentir cela? J'ai toujours cherché à te conquérir, à faire de toi ma princesse et ma moitié. Combien de fois j'ai tenté de séduire ton frère, sans savoir que je ne pouvais l'attraper. J'ai fait de mon esprit ma propre prison. J'ai hurlé que tu viennes me sauver alors que je détenais les clés. Après avoir gaspillé tant de salive pour te parler, j'ai compris. Oui, j'ai mis le temps. Mais laisse-moi t'expliquer. J'ai connu l'enfer d'une cage, la peur de mourir, ou même celle du lendemain. J'ai senti le fer rouiller sur ma peau, qui au fil des jours se frottait à mes os. C'est l'être humain qui est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est lorsqu'il perd quelque chose qu'il se rend compte de ce qu'il avait. J'ai commencé à voir ton visage lorsque l'on m'a ôté la vue. J'ai appris à aimer sourire quand on m'a fait pleurer. J'ai senti le bonheur toucher mon épaule, mais par ego, je l'ai rejeté. J'estimais que plus tôt, il aurait dû se montrer. Je te demande pardon de t'avoir tant cherché, de parfois m'être énervé et d'avoir hurlé à la mort, tel un loup dépravé. J'en ai voulu à la vie que jamais tu ne viennes me côtoyer. Jamais mes mots ne pourront excuser toutes les fois où je t'ai insulté. Il fait beau ce soir. La lune ronde est éclairée des milliers d'étoiles. Le vent a caressé ma joue et m'a redonné de l'espoir. La fenêtre ouverte, j'entends les voisins se disputer. Pardonne leur stupidité et aide-les à s'aimer. J'ai envie de croire que l'homme est rempli de beaucoup de bonté et seulement d'un brin de cupidité. Signé Fernand Gabriel Marleau. Je suis né pour te connaître, te nommer Liberté. Paul Éluard. Ah, papa, si j'avais lu tout cela avant, si j'avais vu ta force, ton courage, ton honneur et ta pugnacité, peut-être que... Non, j'avais trop besoin de ton héritage. C'est dommage. Ta grandeur ne traversera pas les âges. Ton fils qui t'aime. Je m'appelle Gabriel, mais on me surnomme Gabi. J'ai grandi dans une famille pas très aimante. En fait, pour tout vous dire, on m'a rejeté. Ma mère s'est bien occupée de moi, mais elle n'avait pas les moyens et vivait dans un foyer.
Quand ils m'ont vu arriver, ils ont saisi l'opportunité de se faire de l'argent. Une famille les avait contactés car ils me voulaient. Ils me trouvaient beau et disaient que j'avais une tête à faire des bêtises, mais que ça passerait avec le temps, qu'il fallait juste que je prenne mes marques. Cette famille avait parcouru une bonne centaine de kilomètres pour me chercher. Ils sont venus et ils me regardaient avec leurs gros yeux, comme si j'étais une bête de foire. Ils étaient 3, mais apparemment il manquait le grand frère. Il n'y avait qu'une personne sur les 3 qui ne me regardait pas étrangement. Non, elle avait un regard plein d'amour, et je pouvais sentir comme de la peine au fond de son cœur. Comme si elle savait ce que ça faisait de se faire arracher des bras de sa mère. Car oui, je ne la reverrai plus jamais. Le foyer a donné quelques indications, quelques affaires à moi, et on est parti. Je n'étais plus Gabriel Mirado. Je suis devenu Gabriel Devant. Mes frères et sœurs étaient déjà partis loin. Je les ai à peine connus. On a fait les kilomètres sans pause. Ma sœur était pleine d'attention envers moi. Elle ne voulait pas que j'attrape froid et m'avait mis une couverture. Elle avait également prévu une bassine au cas où je ne supporte pas le voyage. Elle me demandait régulièrement comment ça allait. Je la connaissais à peine, mais je l'appréciais déjà. Mes parents, eux, étaient un peu bizarres. On aurait dit que je leur importais peu. Ma mère d'adoption avait l'air contente, mais sans plus. On aurait dit que c'était plus pour faire plaisir à ma sœur. D'ailleurs, elle s'appelle Emily, mais moi je préfère l'appeler Amy. Je trouve que ça lui va bien. Quand on est arrivé à la maison, Amy m'a montré ma chambre. Elle m'a fait visiter la maison, enfin, l'appartement. C'est assez petit pour une famille de 5 personnes. Surtout qu'il y avait également 2 chats. L'appartement faisait 50 mètres carrés et contenait un étage. Le salon, la cuisine, la salle de bain et les toilettes au rez-de-chaussée. Et 2 chambres au premier étage. Je ne comprenais pas vraiment où tout ce beau monde pouvait dormir, jusqu'à ce que mon grand frère rentre. En fait, il était en internat la semaine et venait que le week-end. Donc, quand il n'était pas là, mes parents dormaient dans sa chambre et le week-end dans le salon. Moi, je devais dormir avec ma sœur. Bon, ce n'était pas très gênant. Elle faisait tout son possible pour me mettre à l'aise. Mon frère me faisait des câlins de temps en temps, mais il ne s'attardait jamais longtemps. Au début, dans cette maison, je m'y sentais bien. J'avais confiance en ma sœur, et je pensais vraiment pouvoir oublier cet épisode douloureux. Puis les choses ont changé. Les gens ont commencé à montrer leur vrai visage. La journée, je la passais avec ma mère, car ma sœur était plus grande et allait au collège. Mon frère a son internat, et mon père, il était en déplacement. Amy partait à 7h30 et ne revenait qu'à 17h. Ces heures étaient interminables pour moi. Je ne cessais de regarder l'horloge, présente dans le salon, pour savoir quand elle reviendrait enfin. Je maudissais ces jours où elle allait voir ses amis, où elle me laissait toute la journée avec ma mère. Les week-ends étaient pires. Mon père était présent à la maison. Je n'avais le droit à rien, si ce n'est respirer. Je voulais sortir, me balader dans la ville, les bois, découvrir la vie, quoi. Je voulais juste vivre normalement. Si je n'écoutais pas mon père, j'étais puni. Il était grand et gros, mais avec pas mal de force tout de même. Je savais, en voyant ses yeux, ce qui allait se passer quand il s'approchait de moi. Je connaissais ma sentence. Combien de fois il m'a soulevé et frappé pour que je comprenne mes erreurs. Il me prenait la tête et me la frappait au sol. Il me retenait soumis dans cette position peu confortable et me hurlait dessus. Ses cris résonnaient dans mes oreilles, de longues minutes. Il était tellement proche de moi que je sentais son haleine horrible dans mes narines. Puis, quand il avait fini son monologue, il me jetait à l'autre bout de la pièce avec une telle violence. J'avais du mal à me remettre de ces remontrances. Je ne marchais jamais bien droit après cela. Ma mère me frappait également, mais moins fort. Elle me donnait des gifles violentes dans la figure. Mais pas une petite gifle pour reprendre une enfant qui avait fait une bêtise. Non, une gifle qui me sonnait pendant de longues secondes. Les seules fois où j'avais l'autorisation de sortir, c'était avec ma sœur. On se promenait des heures, on parlait de tout et de rien. Je percevais qu'elle ne se sentait pas de la famille. Elle m'a dit plusieurs fois qu'elle se sentait à part, qu'elle aimerait partir d'ici avec moi, pour me donner un avenir meilleur.
que je puisse grandir normalement et m'épanouir. Elle m'a promis tellement de fois qu'on s'en sortirait, elle et moi. C'était la seule personne en qui j'avais confiance, ma sœur. Ils voulaient que je sois parfait, mais j'étais jeune. Je ne pouvais leur convenir. Amy m'a tout expliqué. Elle m'a dit quoi faire et quoi éviter pour ne pas les fâcher. Apparemment, elle les aurait entendus parler. Ils comptaient me mettre à la rue si, je cite, « il ne se calme pas tout de suite ». Que voulait-il dire par là? J'ai pourtant tout fait pour me faire accepter. Après tout, c'est eux qui ont voulu de moi. J'ai donc continué mes efforts. J'ai essayé de leur montrer mon amour, malgré les coups que j'encaissais. Une fois, je m'étais même blessé avec du verre, et je n'ai rien dit. Je ne me suis pas plaint. Amy l'a vu et m'a soigné. Mais on n'en a jamais parlé, pour ne pas aller chez le médecin. Un jour, ils ont décidé qu'en plus de dormir dans sa chambre, je devais manger là-bas désormais. Je n'avais plus le droit d'être à table. J'avais donc le droit à une portion de nourriture le matin et une le soir. Et cela seulement quand Amy se levait et partait. J'avais de l'eau à disposition et je ne pouvais sortir de la maison. J'étais comme séquestré. À ce moment, je n'ai pas compris pourquoi il m'avait adopté. Je n'avais le droit à aucun contact, pas d'amis, rien. Et puis, il y a eu ce fameux jour. J'ai entendu Amy parler avec notre mère. Enfin, parler. Plutôt hurler, oui. Amy est venue dans la chambre, les joues trempées par les larmes qui ne cessaient de couler. Elle m'a expliqué que notre mère ne voulait plus de moi. Que je partais dans 10 minutes pour une famille d'accueil. Je suis donc monté dans la voiture. Amy m'a dit au revoir et est partie. Dans la voiture, j'ai eu un autre discours. Je n'allais pas en famille d'accueil. J'allais dans la rue. Enfin, dans les bois. Ma mère a conduit des heures et s'est arrêtée près d'une forêt. Elle a ouvert la porte et m'a laissé là. Elle est repartie sans un regard de compassion, mais plutôt avec un grand sentiment de soulagement, comme si un poids lui avait été enlevé. J'ai essayé de la rattraper, en pensant naïvement que c'était une erreur. J'ai couru bêtement derrière la voiture. Finalement, je me suis résigné et j'ai attendu. J'ai espéré des jours et des jours qu'Amy vienne me chercher. J'ai attendu sans manger, sans boire. J'étais juste seul avec mon bête espoir. Je repassais les images de ma courte vie dans ma tête, à me demander ce que j'ai bien pu faire au monde pour vivre ça. Ce que j'ai fait de si énervant près de ma seconde famille. Ah, pourquoi Amy n'avait pas réussi à convaincre les autres? Pourquoi elle ne venait pas me chercher? Pourquoi personne ne remarquait ma présence sur ce bord de route? Pourquoi personne ne remarquait que je me laissais mourir? Car avec le temps, mon espoir s'est peu à peu dissipé, et mes rêves de vivre heureux se sont envolés. Je buvais l'eau que je trouvais et mangeais ce qu'il y avait dans les poubelles sur l'aire d'autoroute. Mais un jeune homme m'a remarqué. Il n'a pas hésité et m'a pris avec lui. Il m'a tout de suite proposé de boire et de manger. Il m'a également donné une couverture pour me protéger du froid de ce terrible hiver. Il m'a dit qu'il n'avait pas de place chez lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me retrouve dans cette SPA. Je vous parle depuis mon box, là où j'attends qu'une famille veuille de moi. Le chemin sera long, car je n'ai plus confiance en vous. Vous, les hommes. Je ne suis qu'un chien, seul et triste. J'attends que la vie refasse surface, car dans mon box, il fait froid. L'amour dont j'ai besoin n'y est pas. Élise, toi qui liras ces mots, toi qui entendras ma voix quand tes yeux se poseront sur chacune de mes phrases, toi qui m'as toujours soutenu, ne m'en veux pas. Il faut que je le retrouve, c'est plus fort que moi. Tu sais, je t'en ai déjà parlé, mais je n'ai jamais osé approfondir vraiment. Je veux vérifier si ce que mes yeux d'enfant ont vu est vrai ou pas. Je veux récupérer ce qu'on m'a volé. Je sais ce que tu penses. Ce n'est pas le moment et que je suis probablement devenu fou pour vouloir faire cela. Mais laisse-moi te raconter. Je n'étais qu'un enfant quand ça a commencé, quand le bruit des pleurs et des hurlements s'est fait ressentir. Je n'avais que 5 ans quand j'ai vu ces monstres, quand mes yeux d'enfant n'ont pas voulu comprendre et ont masqué les images. Je t'ai souvent dit que j'ai été retrouvé affamé dans un placard quand tout était enfin fini. Mais je ne t'ai jamais raconté ce qu'il s'était passé entre-temps. Mon père,
Ma mère et moi vivions dans un petit appartement. Un salon, une petite cuisine, une salle de bain et des toilettes microscopiques. Un lit pour 3 et une salle de jeu. Enfin, sous le lit quoi. C'était ma salle de jeu préférée. Une peluche, un soldat et un tigre en plastique. Et mon imagination faisait le reste. Nous avions 2 placards. Un pour les affaires de mes parents, un pour les miennes. Un jour, ma mère a pris mon placard, l'a vidé à moitié et l'a positionné tout près du mur du salon. Elle m'a expliqué que quand les monstres viendraient, il faudrait que je rentre dedans. Elle y avait fait un espace entre le mur et le placard, comme un double fond, pour ne pas que les monstres m'attrapent. Mes parents m'avaient entraîné. Mon père faisait le rôle du monstre, et moi je devais me cacher le plus vite et discrètement possible. J'étais devenu très doué à ce jeu. Je pouvais me cacher en à peine 10 secondes. Le tout sans que personne ne m'entende. Un vrai pro. Sauf qu'un jour, le 16 juillet 42, j'ai entendu des bruits dehors. Des bruits étranges. Et des hurlements aussi. Une concierge avait même prévu un signal d'alarme en cas de venue de ces monstres. Elle avait tenté de le faire, mais... elle s'est fait tuer avant qu'elle n'ait pu prononcer le nom de code. Comment je le sais ? Je l'ai vu par la fenêtre se faire dévorer par un énorme monstre aux griffes acérées. Une espèce de monstre sans tête, au corps immense, dans les 2,50 m de hauteur, avec de longs bras et de longues jambes. Tout son corps était noir comme la nuit. Des griffes au bout de chaque doigt, qui faisaient retentir un son strident contre le mur en briques de l'immeuble. On ne pouvait entendre que son souffle et son grognement sortant de je ne sais où, car je n'ai jamais vu sa tête. Je ne me souviens que de sa manière étrange de marcher. Il faisait des grandes enjambées et laissait ses griffes traîner contre les murs. Je l'ai vu lui, car il m'a marqué, mais ils étaient une armée entière. C'est à cause de tout leur boucan que ma mère a pu me dire de me cacher. Ces monstres se tenaient comme des bipèdes, comme s'ils étaient humains. Pourtant, leur attitude démontrait tout le contraire. Ils ont arraché chaque homme, chaque femme et chaque enfant de leur maison. Les gens hurlaient dans tous les sens. Le son des pleurs me perçait la tête. J'ai dû me boucher les oreilles pendant de longues minutes, avant que cela ne cesse. Ma mère m'avait dit de sortir que lorsqu'elle reviendrait, ou que quelqu'un avec le mot de passe vienne, mais pas avant. Donc, je suis resté prostré entre mon placard et le mur, jusqu'à ce que j'entende à nouveau des bruits de pas, des bruits de griffes, un souffle lourd, très lourd. Je le sentais respirer si fort que j'avais l'impression qu'il était collé à mon oreille. Il avait retourné toute la chambre et il finit par s'approcher du placard. J'ai entendu le son de ses longues mains se poser sur chaque centimètre de bois que le placard possédait. J'entendais ses reniflements pour flairer mon odeur. Il finit par ouvrir la porte. Il m'a cherché pendant quelques secondes et a fini par trouver le double fond. J'ai finalement pu voir ses yeux. 2 yeux jaunes, avides de haine et de pouvoir, me scrutaient avec curiosité. Ils n'étaient pas posés sur une tête. Non. Ils étaient au début de son torse, au niveau de la poitrine, 2 yeux de serpent. Il m'a alors soulevé d'une main et m'a sorti de ma cachette. M'a plaqué au sol et m'a torturé à maintes reprises. Frappé, insulté, humilié. Je ne pensais plus qu'à ma famille, pourvu qu'ils s'en sortent. Si souffrir de cette manière me permet de le retenir, très bien, qu'il en soit ainsi. Je restais le plus possible en position fétale, jusqu'à ce qu'il mue. Sa peau a changé de couleur et était par terre à côté de moi. Ses yeux sont devenus verts, comme s'il prenait du plaisir à faire cela. J'ai eu une sensation très étrange. Je me suis vu souffrir. Mon âme a quitté mon corps. Et je me suis vu subir ces atrocités, comme si j'étais spectateur, comme s'il était en train de prendre une partie de moi. Je n'étais plus qu'une enveloppe corporelle, plus qu'un objet vidé de tout sens. Ça a duré de longues minutes, que j'aurais cru durer des heures. Au début, j'hurlais à mon corps de réagir, de le frapper, le mordre, de courir, faire quelque chose. Mais il ne m'entendait pas. Je le voyais juste supporter ce châtiment sans aucune réaction et sans que je puisse réellement intervenir. Puis, je l'ai vu partir avec un bout de moi. Il l'a emporté avec lui et il m'a laissé pour mort, étendu sur le sol du salon. Je me souviens encore de son foutu rire
quand il a pris sa peau de serpent sur les épaules, avant de claquer la porte de l'appartement. J'étais comme endormi, comme quelqu'un dans le coma qui se hurle à soi-même de se réveiller, mais qui n'y arrive pas. Je crois que j'ai réussi à me relever qu'au petit matin, grâce au chant des oiseaux. Je baignais dans une mare de sang, je n'ai même pas compris d'où sortait ce sang. J'avais une douleur physique, mais je ne savais pas la situer. Les ruelles étaient sans vie. Seul le bruit du vent se faisait entendre. Alors, j'ai couru dans tout le village. J'ai fait toutes les maisons, mais elles étaient vides. L'odeur du repas de la veille était encore présente. La douleur me rattrapait quand je voulais aller trop vite. Alors, je m'arrêtais à plusieurs reprises. La suite, tu la connais un peu. J'ai fait tout le tour de la France. Je me suis fait soigner par un médecin allemand qui ne supportait pas ce que son pays était en train de faire. J'ai appris récemment qu'il s'est suicidé d'ailleurs, qu'il repose en paix. Après avoir fait le tour de la France, je n'avais nulle part où aller, et j'ai cherché pendant des années mes parents. Alors j'ai décidé de rentrer chez moi et de me remettre dans ma cachette, en espérant qu'un jour mon père ou ma mère me trouve. Et c'est ta famille qui m'a retrouvé, 2 jours après la fin de la guerre. Sauf que moi, je ne savais pas que c'était fini. Et j'étais à moitié mort dans ce placard. Ta famille m'a sauvé. Le temps a passé et nous nous sommes mariés. Nous avons 2 beaux enfants. La France a repris goût à la vie, même si ça a été très dur. Seulement, Élise, je n'y arrive pas. Ta douceur m'a fait oublier cette vieille douleur, mais depuis quelque temps, sans trop savoir pourquoi, j'y repense. Elle vient et se fait de plus en plus intense. Mes cauchemars ont repris et ils se font plus précis. J'ai revu un détail que j'avais omis avec mes yeux d'enfant. Quand le monstre s'est penché sur moi avant de muer, il a murmuré une phrase. Une phrase que j'avais décidé d'oublier pour ne pas avoir cet esprit de revanche peut-être. Ou tout simplement car c'était trop douloureux de repenser à cette scène. Retiens mon nom avant de mourir. Marcus Ziegler. Le monstre avait un nom. Cette chose pouvait se nommer alors. Élise, je sais que c'est vieux tout ça, et que peut-être je ne remettrai jamais la main sur ce Ziegler. Mais comprends ma décision. Depuis toutes ces années, il a quelque chose qui m'appartient, et je veux le récupérer. Je suis parti pendant que tu dormais. Je t'ai piqué un peu de ta chevelure pour ne pas t'oublier durant mon voyage. Tu ne pourras lire cette lettre qu'à ton réveil. Et j'en suis désolé. Je pars à sa recherche. Je reviendrai que quand mon corps sera à nouveau entier. Au revoir ma chère Élise. Ne t'en fais pas. Je reviens vite. Joseph, j'ai bien lu ta lettre. Maintenant que nous sommes tous réunis pour toi, je me dois de conter le reste de ton histoire. Au moins pour nos enfants. Alors oui, tu es parti dans la nuit. Tu m'as laissé ces mots et tu es parti pour Berlin. Tu as fait tout le tour de l'Allemagne avec ce lait de ce nom, Marcus Ziegler, en espérant le retrouver et lui régler son compte. À chaque pas que tu faisais, tu t'imaginais ce que tu pouvais lui faire. Lui arracher la langue pour qu'il ne puisse plus jamais prononcer un mot. Lui ôter les membres un par un, avec une scie, pour que la douleur soit si lente et qu'il ne puisse jamais refaire de mal. Le noyer, mais pas dans un lac ou autre. Non, allongé sur une table, pieds et mains liés. Une serviette de bain sur le visage et lui verser de l'eau dessus, jusqu'à ce qu'il s'étouffe lentement. Tu avais même pensé à le pendre avec un nœud mal fait, pour que la douleur soit la plus présente possible. Chaque fois que tu passais dans une nouvelle ville, tu imaginais d'autres scénarios, plus horribles les uns que les autres. Tu avançais la gorge serrée, l'estomac noué, en espérant pouvoir le torturer comme il a torturé ton peuple, comme il a brisé ta famille, comme il t'a brisé toi. Tu ne t'en rendais pas compte, mais dans toutes les lettres que tu m'écrivais, je pouvais imaginer son sang couler sur tes mains et ses larmes sur le papier. Celles que tu imaginais à travers ta haine et les mots que tu m'écrivais. Et pourtant, tu as fini par le retrouver, vieux, amaigri et moins fier qu'à l'époque. Il était caché dans la campagne allemande. Là-bas, personne ne sait qui il est. Il a changé d'identité et tu l'as retrouvé un peu au hasard. Tu te reposais à un bar-café pour te réchauffer quand tu as entendu cette voix, une voix que tu n'as jamais oubliée. Tu as su, tu n'as même pas douté une seconde. Alors tu as attendu. Tu m'as écrit plus d'une fois. Tes lettres étaient mélangées entre de la haine,
de la tristesse et plein d'autres sentiments. Tu es resté près d'un mois à l'observer de loin et tu t'es décidé. Tes nuits étaient agitées, tes cauchemars étaient violents et tu me les décrivais si bien que même moi j'ai fini par en faire. Alors doucement, tu t'es glissé chez lui et pendant qu'il dormait tu en as profité pour fermer sa porte à clé, même ses fenêtres. Tout était bouclé pour que seul le souvenir soit entre vous. Et puis tu l'as réveillé. Oh bien sûr, il a mis quelques secondes avant de se souvenir de toi. Les années avaient passé. Jamais il n'avait pensé pouvoir être retrouvé. Vous avez parlé. Longtemps. Et quand tu t'es senti prêt, quand tes doigts allaient appuyer sur la gâchette, quand le moment que tu avais tant imaginé se produisit enfin, ta respiration s'est faite lourde. Et tes yeux ne savaient plus où regarder. Tu souriais de l'avoir enfin retrouvé. Tu pleurais en souvenir de ce passé si douloureux. Tu as finalement renoncé. Ton arme s'est retrouvée au sol avec plusieurs de tes larmes. Lui aussi n'oubliera pas ta phrase lorsque tu l'as épargné. Marcus Ziegler, le monstre. J'ai imaginé pendant des années te détruire, te faire souffrir. Mais à quoi bon? Je laisse le temps se charger de toi. Je refuse de me joindre à vous. ôter la vie d'un homme pour une étoile. Tu ne mérites même pas de les rejoindre. Seulement lui n'a pas la même grandeur d'âme que toi. Alors quand tu allais pour partir, il a fouillé dans le tiroir de son salon, là où son précieux était rangé. Il t'a tiré dans le dos tel le lâche qu'il était. Tu es mort digne, en héros. Tu as récupéré ce que lui t'avait volé. Tu n'as pas tout perdu. C'est son fils qui m'a raconté cette partie. Joseph, tes enfants sont fiers de toi. Et moi aussi. Repose en paix. Et comme tu le voulais, entier.